s'élèverait à 425. Le nombre total des corps enterrés est, selon le gouvernement, de 421 corps. 57 personnes non identifiées, 30 personnes indigentes identifiées, 26 corps abandonnés à l'hôpital Saint-Joseph de Limete, 12 personnes abandonnées à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Si vous faites le total de ces chiffres que je viens de vous donner, vous arriverez au montant, au total paradoxal de 425. Nous avons fait la remarque au gouvernement provincial de Kinshasa, et vérification faite, il s'est trouvé une erreur de frappe. 4 noms ont été repris 2 fois. Donc, il ne s'agit pas de 425, mais 421 personnes. Le porte-parole du gouvernement a rappelé cependant qu'il s'agit d'une opération de routine que le gouvernement a toujours fait, ajoutant que cet enterrement n'a aucun lien avec les personnes mortes lors des manifestations du 19, 20 et 21 janvier. L'évolution de l'opération Sokola 2 dans l'est du pays a également été passée en revue par le porte-parole du gouvernement. Plusieurs rebelles FDLR ont été désarmés et plusieurs localités récupérées, a fait savoir le ministre des Médias. Son bilan à ce jour fait état de 162 FDLR capturés, 13 FDLR qui ont tenté de résister au désarmement forcé tués au combat et 62 éléments FDLR qui se sont rendus sans opposer de résistance. Parmi ces 62 éléments, on a compté 15 enfants soldats. Le chiffre global des éléments FDLR neutralisés est à ce jour de 575 en tout, soit 482 de plus que les 93 éléments neutralisés dont je vous avais parlé lors du premier bilan que nous avons effectué fin février. Le bilan des FARDC est élogieux, se réjouit le gouvernement, après 2 mois d'opération de traque contre les forces négatives encore actives dans l'est du pays. Et dans l'autre temps, le gouvernement a présenté les premiers éléments d'enquête concernant ce dossier. Il y a bel et bien eu enterrement au cimetière de Maluku et non une fosse commune, indiquent les investigations. La précision est du numéro 1 de la police nationale congolaise au sortir d'une réunion avec le procureur général de la République. Et c'est une affaire qui préoccupe au plus haut point le gouvernement congolais et qui, à corps et à cri, veut apporter de l'éclairage à l'opinion nationale et internationale. Et cette question a d'ailleurs fait l'objet de l'échange du procureur général de la République avec les services de sécurité congolaises et qui enquêtent sur ces drames. C'est vrai qu'on a été invité par le procureur général de la République pour que nous puissions parler du dossier qui est à la une, le dossier du bulletin qui assure qu'il est sur la fosse commune qui se trouverait à Maluku. Il y a bel et bien eu enterrement au cimetière Fula Fula des Maluku et non une fosse commune, affirme le numéro 1 de la police nationale congolaise au sortir de cette audience. C'est vrai qu'il y a eu enterrement dans les cimetières de Fula Fula de 421 personnes ont été enterrées, des indigents et des morts-nés ainsi que d'autres corps qui ont été abandonnés. Donc voilà l'information qui a été révélée. Devant le procureur général de la République, les services ont amené les premières informations de cette enquête. À notre niveau, nous avons pu ouvrir un dossier et procéder aux auditions. Nous avons pris des dispositions, comme il est toujours de coutume. Lorsqu'on a découvert les sites, il faut les sécuriser. Et nous l'avons sécurisé et nous avons placé une équipe pour que la fréquentation de ces sites ne soit pas donnée à tout le monde. En attendant les résultats finaux des enquêtes diligentées, le parquet général de la République rassure de son implication du côté du gouvernement central pour disponibiliser aux citoyens congolais la bonne information sur ces dossiers. Parlons à présent de la réforme de la police nationale congolaise. Sachez qu'il a été procédé ce jeudi, le lancement officiel des opérations de collecte de données des policiers retardataires et de remise des cartes de service. La police nationale congolaise a lancé cette opération qu'elle exécutera dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la police, programme financé par l'Union européenne. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, notamment le vice-ministre de l'Intérieur et le commissaire général de la police, ainsi que le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC.
Passage de troupes en revue, mot d'ouverture. C'est pour moi une grande satisfaction de prendre la parole. Voilà qui a marqué le lancement de l'opération des collectes de données des policiers retardataires et remise de cartes de service, une phase qui va clôturer les activités de création et la mise en place d'une base de données complète des policiers. Les opérations qui font l'objet de la cérémonie de ce jour s'inscrivent dans le cadre de la logique de la réforme de la police nationale congolaise, spécialement dans son volet modernisation de gestion des ressources humaines, MGRH en sigle. Une opération financée par l'Union européenne, engagée à appuyer les réformes institutionnelles de la RDC depuis l'accord cadre d'Addis Abeba. Depuis 2008, l'Union européenne coopère avec la police nationale congolaise et le comité de suivi de la réforme de la police afin de mettre en place un système intégré de gestion des ressources humaines, y compris la gestion administrative et aussi budgétaire. Ce programme, qui vise le renforcement de capacités opérationnelles, concerne une certaine catégorie de policiers, notamment des policiers omis lors des opérations de la première phase de collecte de données de 2011, des nouveaux élèves policiers, les démobilisés de groupes armés, identifiés et listés par la direction des ressources humaines de la PNC, enfin des policiers de la police judiciaire. Puis vient la cérémonie proprement dite, avec une attention soutenue de l'assistance. Il s'agit ici d'expliquer le bien fondé de l'identification des policiers. Il faudrait passer à une autre vérification, la dernière, c'est les empreintes digitales. Avec cette dernière phase de l'opération de collecte, la PNC devient de plus en plus modernisée et républicaine, telle que prévue dans le programme de sa réforme, dont le résultat saute aux yeux. Début des travaux ce jeudi de la 7e conférence des présidents de l'Assemblée parlementaire francophone à Dakar au Sénégal. Les délégués venant de 28 pays d'Afrique francophone discuteront pendant 2 jours de la situation politique et sociale dans les pays d'espace francophone d'Afrique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Moustapha Niasse, et Oba Minakou, numéro 1 de la Chambre basse du Parlement congolais, y prend également part en sa qualité de vice-président de cette organisation. Les travaux de la 7e conférence du président d'Assemblée, section de la région Afrique de la Paix, ont été ouverts ce jeudi à l'hôtel King Fahd Palace, ici à Dakar, au Sénégal. Cette conférence est présidée par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Oba Minakou, en sa qualité du premier vice-président de la PEF. Dans sa communication, Oba Minakou a interpellé ses pairs à pouvoir voter des résolutions contre la recrudescence du terrorisme en Afrique. Les points sur le processus électoral dans les pays francophones devront être examinés au cours de ces assises. En outre, l'ordre du jour de cette conférence prévoit l'examen de la situation politique et sociale dans le pays de l'espace francophone. Débuté ce jeudi, les travaux de la 7e conférence prendront fin ce vendredi dans la soirée. Depuis Dakar, Sénégal, Crispin Chibassou pour Télé 50. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, les opérations militaires contre les rebelles rwandais des FDLR se poursuivent avec succès en pleine forêt à Kilembwe dans le territoire de Fizi. Le dernier bilan fait état de 2 combattants FDLR tués, 1 capturé et 1 élément des FARDC blessé. Et pendant ce temps, l'armée congolaise envisage cette fois-ci de lancer les offensives dans les territoires de Fizi où se seraient concentrés ces rebelles dans la région. Amania Limassi pour les détails. C'est précisément à Kilembwe, en pleine forêt, dans la région de Fizi, que les rebelles rwandais des FDLR ont attaqué les positions des FARDC. Selon des sources proches, au sein des FARDC, ces affrontements ont duré environ 1h30 avant que le rebelle rwandais des FDLR ne décroche. Le bilan fait état d'un élément FARDC blessé et 2 combattants FDLR tués et 1 capturé selon des sources militaires. Un des soldats FARDC blessé est admis à l'hôpital général de Kilembwe pour les soins appropriés. C'est la 2e incursion du rebelle rwandais de FDLR à Kilembwe cette semaine. Lundi à 22h, ils ont attaqué les postes de la police locale pour libérer leurs collègues arrêtés par la police. Pendant ce temps, les opérations militaires des FARDC contre les rebelles rwandais de FDLR
se poursuivent normalement dans la province du Sud Kivu, après Mwenga Nord et Sud, où il reste encore quelques poches à nettoyer. L'armée congolaise s'apprête à lancer des offensives contre les FDLR dans les territoires de suivi, précisément à Minembwe et Kilembwe. Selon le commandement des opérations Sokolade au Sud Kivu, affirme à la presse détenir les informations selon lesquelles les FDLR se seraient concentrés au niveau de la forêt de Ewabora. La même source se félicite du bilan actuel au vu du nombre élevé de FDLR capturés et qui se sont déjà rendus depuis le début des opérations. Joseph Amani, Bukavu, Télé 50. Merci Amani. Dans ce journal, on parle aussi de la première réunion du comité de suivi du STAREC qui se tient à Kinshasa. Cette réunion est présidée par le ministre du Plan. Elle annonce les débuts de la mise en œuvre du plan d'action 2015 du STAREC. Présidée par le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, la première réunion du comité de suivi du programme national de stabilisation et de reconstruction STAREC s'est tenue mercredi 8 avril à l'hôtel Memling. Pour le coordonnateur national du STAREC, cette réunion annonce le début de la mise en œuvre du plan 2015 du STAREC. Le chef de l'État avait étendu le programme STAREC sur l'ensemble du pays. Alors, comme les 3 provinces étaient vraiment les provinces pilotes et qui ont eu vraiment à élaborer leur stratégie, aujourd'hui c'était le tour du comité de suivi de pouvoir valider ces stratégies-là. Participant à cette réunion, le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba, précise le rapport entre le STAREC et le mécanisme national de suivi. Le STAREC est ce programme de stabilisation au départ de notre flanc Est en tant que zone post-conflit. Mais c'est aussi ce programme qui, depuis maintenant à peu près 1 an, le président de la République a érigé en programme national de manière à ce que nous puissions, par ce programme entre autres, rencontrer les besoins d'urgence en termes de besoins sociaux, de besoins humanitaires sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Stabiliser, ça veut dire rétablir l'autorité de l'État partout là où cette autorité avait été mise à mal, notamment par des groupes armés. Ça signifie aussi réconcilier les populations avec l'État. Nous devons pouvoir sortir de cette situation paradoxale où on a l'impression que la République démocratique du Congo est gérée par des ONG. Cette réunion est la première depuis 4 ans. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre en charge de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale, Willy Makachi, a ouvert ce jeudi les travaux de l'atelier de recadrage des inspecteurs et contrôleurs du travail. Willy Makachi a rappelé à ce dernier que la fonction que la République leur a attribuée est une tâche exaltante. Ils ont donc le devoir et l'obligation de bien faire respecter les lois qui régissent le monde du travail en RDC. Vous êtes là-bas. Le jour où vous aurez conflit avec votre propre patron, vous viendrez chez nous et nous allons vous aider, nous allons vous orienter parce que nous sommes des conseillers et des employés et des employeurs. Pendant 2 jours, plus de 100 inspecteurs et contrôleurs du travail se réunissent dans cette salle polyvalente de l'INPP pour un atelier de recadrage. Le vice-premier ministre en charge de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale, Willy Makachi, qui a ouvert ses travaux, précise ici l'objectif. Une nation n'évolue pas autrement, l'État ne prospère pas autrement pour atteindre l'émergence que par le travail. Mais quel travail? Avec quel travailleur? Avec quel contrôleur de ce travail? C'est ça la raison d'être de l'atelier et c'est ça les mobiles. Parce qu'au lendemain de cet atelier, le CADISEC va donner, ils vont devoir être déversés davantage sur les terrains. La gouvernance de l'emploi et la régulation du marché du travail en RDC, c'est le thème principal de ces travaux, à l'issue desquels ces inspecteurs et contrôleurs du travail vont se réarmer pour cette fois mieux faire leur travail sur terrain.
Après sa tournée d'itinérance dans la province du Bas-Congo, le président de l'ONG Regroupement de la jeunesse consciente du Congo, Jean-Jacques Esungu, a clôturé le mois de la femme avec toutes les responsables des cellules de base de la Tchangou. Le message fort lors de ce rassemblement, l'autonomisation de la femme du Regroupement de la jeunesse consciente du Congo et le soutien à la vision et aux actions du chef de l'État, Joseph Kabila. C'est dans cette ambiance que les femmes du regroupement de la jeunesse consciente du Congo, basé dans la commune de Kimbanseke, à Kinshasa, ont clôturé le mois de mars. Une marche dite de la paix et de soutien au chef de l'État pour ses innombrables actions en vue d'un Congo émergent. Comme matériel didactique pour s'imprégner de toutes les réalisations liées à la révolution de la modernité, le magazine Panorama que Jean-Jacques Esungu remet ici aux responsables de ses bases. Dans le quartier Kabila à Kimbanseke, un nouveau bureau du chef de quartier est en construction sur fonds propres de ce regroupement et que Jean-Jacques Esungu compte inaugurer le 30 juin prochain. Et ces femmes souhaitent vivement que le président de la République y prenne part. Nous, mamans de ce quartier, nous demandons au chef de l'État, Joseph Kabila, de nous aider. Nous sommes en train de continuer à prier pour vous, de vous aider et que notre Seigneur puisse vous aider. Et le président du regroupement de la jeunesse consciente du Congo a appelé ses membres au civisme, à l'amour de la patrie et encourage les femmes à s'engager pour les élections municipales, urbaines et législatives à venir. Et du sport avant de boucler ce journal, l'affaire Antoine Moussanganya contre le Daring Club Motema Pembe prend une nouvelle tournure. Les Daringmen ont réagi ce jeudi à la correspondance de la Fédération congolaise de football association, leur demandant d'éclairer le dossier de 10 joueurs que leur réclame leur ancien dirigeant. Ils ont en effet effectué une descente au siège de la FECOFA et c'est à l'occasion du dépôt de cette lettre qu'ils ont vidé leur consternation. Suivez. Toutes les sections communales du Daring Club Motema Pembe se sont fixées rendez-vous pour le dépôt de cette lettre. Une correspondance de la FECOFA exigeant au DSMP d'éclairer le dossier des 10 joueurs que leur réclame Antoine Moussanganya, l'un des anciens présidents de coordination des Verts et Blancs, actuellement dans les staffs dirigeants du FC Renaissance du Congo. En l'absence de Constant Omari, président de la FECOFA, c'est son premier vice-président, Chimanga, qui les a reçus, mais ce dernier n'a fait que remettre à plus tard le traitement de ce dossier. Où est la vérité là-bas? Faisant d'une pierre deux coups, ces supporters fâchés ont transformé la salle de conférence de la FECOFA à un déversoir des dossiers qui fâchent, même ceux pour lesquels leurs interlocuteurs auraient été impliqués dans le passé. Si le plan est formé, nous regrettons. Les dossiers des joueurs de DSMP qui sont soit à la Renaissance, soit à gauche, à droite, ainsi de suite. Alors ils ont évoqué tous ces dossiers-là et ils voulaient faire voir également au secrétaire général et à la fédération les préoccupations du Daring. Ils ont pris acte de toutes les préoccupations du DSMP et ils vont répondre selon les règlements. En attendant la suite qui leur sera réservée, les Daringmen n'ont qu'à prendre leur mal en patience et surtout se concentrer pour le match du dimanche 12 avril prochain contre Sangabalende dans le cadre de play-off de la Ligue nationale de football. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.